Un jeune garçon du Minnesota jouait dehors dans la neige fraîchement tombée. Lorsque ses parents sont venus le voir, il avait disparu sans laisser de traces. 8 ans plus tard, son père a regardé sous le chenil du voisin et ce qu'il a vu lui a glacé le sang. La petite ville de Maple Hollow, nichée dans la partie nord du Minnesota, était connue pour sa communauté soudée et ses hivers rigoureux. Avec une population d'à accent grave peine 2000 habitants, c'était un endroit où chacun connaissait les affaires de chacun, partageait ses peines et célébrait ensemble ses joies. La ville a toujours été fière de sa sécurité et de son faible taux de criminalité. Les enfants jouaient librement dehors, les voisins laissaient leurs portes ouvertes et la communauté fonctionnait comme une famille élargie. C'était il y a 8 ans, lorsque Joshua Coulter a disparu sans laisser de traces. Par un samedi matin froid, alors que les flocons de neige flottaient paresseusement dans l'air, Ethan Coulter était assis à sa table à manger, triant des documents de police. Les journaux étaient devenus une présence familière chez eux, des rapports, des déclarations de témoins et des pistes potentielles qui ne menaient finalement à rien. Ses yeux dérivaient parfois vers la fenêtre donnant sur leur cour, où ses pensées revenaient inévitablement à ce jour fatidique. Sa femme, Claire, se déplaçait dans la maison, le bruit de son ménage fournissant un fond rythmé à ses pensées. Le simple fait de faire le ménage semblait lui donner un sentiment de normalité, de quoi occuper ses mains et son esprit. Malgré les années qui s'étaient écoulées, leur maison semblait toujours suspendue dans le temps, en attendant le retour de leur fils. « Tu passes toujours par là ?» demanda Claire en passant avec un panier de linge. Ethan hocha la tête, feuilletant une autre pile de papier. L'inspecteur Palmer avait déclaré avoir reçu quelques nouvelles informations le mois dernier. Rien de substantiel, mais il n'eut pas besoin de terminer la phrase. Ils vivaient tous deux de ces fragments d'espoir, aussi petits soient-ils. Joshua avait 5 ans, c'était un garçon aux cheveux roux vifs dont le rire remplissait leur maison. Ce matin d'hiver, il avait supplié de pouvoir jouer dehors dans la neige fraîchement tombée. Ethan et Claire l'avaient laissé faire, comme il l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Leur propriété bordait une petite zone boisée qui était un territoire familier pour les enfants de la région. Ethan avait promis de le surveiller dans 20 minutes. Lorsqu'il sortit, Josué n'était plus là. La recherche qui a suivi ne ressemblait à rien de ce que Maple Hollow avait jamais vu. La ville entière s'est mobilisée. Des équipes de recherche ont ratissé les bois. Des plongeurs ont vérifié le lac gelé à 800 mètres. La police a interrogé chaque résident. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois et finalement, la recherche active a été interrompue. Mais Ethan et Claire n'ont jamais arrêté de chercher. Le carillon de la sonnette tira Ethan de ses pensées. Il se leva de table, redressant son pull alors qu'il se dirigeait vers la porte d'entrée. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva Harold Stevens, leur voisin d'en face, debout sur leur porche. Harold était un homme de grande taille, d'une quarantaine d'années, avec des cheveux prématurément grisonnants et une expression perpétuellement sérieuse. Il vivait à Maple Hollow depuis plus de 20 ans. Mais au cours de la décennie qui a suivi la perte de sa femme et de son fils dans un cambriolage, il était devenu de plus en plus reclus. « Bonjour, Ethan, dit Harold, déplaçant son poids d'un pied sur l'autre. Désolé de vous déranger, mais la tempête de neige de la nuit dernière a encore détruit une partie de votre clôture. Elle a explosé sur ma propriété. » Ethan a immédiatement commencé à s'excuser. « Je suis vraiment désolé pour ça, Harold. Cette vieille clôture nous pose problème depuis des années. Je viendrai la retirer de votre propriété, mais je devrais d'abord faire appel à un soudeur. La mienne est cassée et je n'ai pas eu le temps d'en acheter une nouvelle. » Harold fit un signe dédaigneux. « Ne t'inquiète pas pour ça. Je l'ai déjà réparé. Je suis juste venu te le faire savoir. » Ethan fut surpris et ressentit un pincement au cœur. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. »« Merci. »« Pas de problème, » répondit Harold avec un léger haussement d'épaule. « J'avais les outils et je travaillais sur quelque chose à l'arrière de la maison de toute façon. »« Ouais, j'ai entendu du bruit plus tôt ce matin. J'ai deviné que tu devais construire quelque chose là-bas. » Harold n'a pas précisé ce qu'il avait construit, disant simplement « Désolé si la clôture n'a pas l'air aussi belle que neuve. » « De toute façon, c'est une vieille clôture, » lui assura Ethan. « Merci encore. » Harold hocha la tête et se tourna pour partir. Alors qu'Ethan fermait la porte, il trouva Claire arrivant du jardin, les joues rouges à cause du froid. « C'était Harold ?» demanda-t-elle en déroulant une écharpe autour de son cou. Ethan hocha la tête. « Notre clôture est encore tombée. Il l'a réparée lui-même. »
Claire accrocha son écharpe à un crochet près de la porte et sourit faiblement. Cela fait un moment que nous ne nous sommes pas vus avec Harold. Nous devrions l'inviter à dîner en guise de remerciement pour avoir réparé le portail. Ethan hésita. Je ne sais pas, Claire. Nous devons encore examiner certains de ces rapports de la police concernant les nouvelles pistes pour Joshua. Je préfère me concentrer là-dessus pendant le dîner, pas lorsque nous avons de la compagnie. L'expression de Claire s'adoucit avec un mélange de tristesse et de doux reproches. Ethan, nous sommes devenus tellement isolés et seuls au cours de ces 8 années. À quand remonte la dernière fois que nous avons invité quelqu'un? Il y a des années. Ethan ne répondit pas immédiatement, sachant qu'elle avait raison. Ils s'étaient progressivement retirés des liens sociaux, leur recherche de Josué consommant tous les aspects de leur vie. Harold aussi, continua Claire. Regardez à quel point il est devenu privé après la mort de sa femme et de son fils dans ce cambriolage il y a 10 ans. Pouvez-vous imaginer vivre seul pendant des années? Il doit être un homme solitaire. Elle fit une pause et posa une main sur l'épaule d'Ethan. Ce serait peut-être bien de s'asseoir et de dîner ensemble. Nous avons tous vécu des expériences de perte similaires. Peut-être pourrions-nous former un nouveau lien. Ethan réfléchit à ces paroles, son regard revenant vers la pile de documents sur la table. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être qu'ils avaient tous les deux besoin de ce petit pas vers la normalité. Très bien, dit-il finalement. Je vais l'inviter à dîner ce soir. Le sourire de Claire valait la concession. Cela faisait trop longtemps qu'il n'avait pas vu un véritable bonheur sur son visage. Ethan ferma sa veste et sortit dans l'air frais de l'hiver. La neige craquait sous ses bottes alors qu'il traversait la rue en direction de la maison d'Harold. C'était une modeste maison à 2 étages, semblable à la plupart des habitants de leur quartier, bien qu'un peu moins entretenue. La peinture s'écaillait par endroits et les chutes de neige, laissées sans surveillance, s'accumulaient ces dernières années. Lorsqu'il atteignit la porte d'entrée d'Harold, Ethan frappa fermement et attendit. Après 1 minute, sans réponse, il frappa à nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien. Il était sur le point de se retourner et de partir lorsqu'il entendit des bruits venant de derrière la maison. Un bruit sourd, comme si quelqu'un martelait. Ethan contourna le coin de la maison, ses bottes s'enfonçant dans la neige plus épaisse du jardin. Harold, cria-t-il. C'est Ethan, de l'autre côté de la rue. Les bruits le conduisirent à une petite structure en bois au fond de la cour, un vieux chenil qui était là depuis aussi longtemps qu'Ethan s'en souvenait. Harold était accroupi à l'intérieur, apparemment en train d'ajuster quelque chose. Au son de la voix d'Ethan, Harold se figea momentanément avant de reculer prudemment hors de la petite structure. Ethan, dit Harold, semblant légèrement essoufflé. Désolé, je ne t'ai pas entendu frapper. Pas de problème, répondit Ethan, remarquant la rapidité avec laquelle Harold s'était redressé et s'était positionné devant le chenil. Je suis surpris que tu gardes encore cette vieille niche. Cela fait des années que tu n'as pas eu de chien, n'est-ce pas? Tu veux de l'aide pour la démolir? La réponse d'Harold fut accompagnée d'un léger bégaiement. C'est un rappel de Rex. C'était un bon chien. J'aime le garder avec moi. Ethan hocha la tête, comprenant le sentiment. Les gens s'accrochaient à différents souvenirs de ceux qu'ils avaient perdus. Harold désigna une structure plus grande, partiellement construite, à proximité. En fait, je pensais avoir un nouveau chien. J'y travaille depuis quelques semaines maintenant et je voulais le terminer ce matin. Les sourcils d'Ethan se haussèrent de surprise. Sérieusement? Tu travailles toujours par ce temps? C'est impressionnant, Harold. J'avais l'habitude d'élever des chiens moi-même quand j'étais plus jeune. C'est plus un passe-temps qu'un travail, en fait. À quel genre de race pensez-vous? Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, répondit Harold, semblant plus détendu maintenant que la conversation avait changé. Peut-être un chiot ou un chien de taille moyenne. Eh bien, Claire et moi voulions en fait t'inviter à dîner ce soir, dit Ethan. Mais si cela ne vous dérange pas, je pourrais vous aider à terminer ce nouveau chenil ce matin, et nous pourrions ensuite aller chercher un chien ensemble. Je connais un éleveur local dans la région. Harold sembla réfléchir un moment avant d'acquiescer. J'apprécierais. Je devrais pouvoir terminer ça dans quelques heures, et le dîner semble bon. Merci. Pendant qu'il parlait, Ethan remarqua qu'Harold jetait de temps en temps un coup d'œil à la vieille niche. Il y avait quelque chose d'étrange dans le comportement de son voisin, mais Ethan n'arrivait pas à comprendre de quoi il s'agissait. Harold avait toujours été une personne privée, surtout après sa tragédie.
Peut-être était-ce simplement dû à son inconfort face à cette interaction sociale inattendue. Super, je vous laisse faire alors, dit Ethan en reculant d'un pas. Viens juste quand tu es prêt à aller chez l'éleveur, et nous te reverrons pour le dîner vers 18h. Harold hocha la tête, se tournant déjà vers la niche. Je te verrai alors. Alors qu'Ethan traversait la rue, il ne put se débarrasser d'un sentiment étrange. Il n'y avait rien de ouvertement suspect dans leur interaction. Harold avait été parfaitement cordial, même s'il était un peu gêné. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Peut-être s'agissait-il simplement de la vue inhabituelle de son voisin solitaire en train de planifier soudainement un nouvel animal de compagnie après des années de solitude. Ou peut-être était-ce étrange que quelqu'un fasse tout ce travail du bois dans la neige. Atteignant sa propre porte d'entrée, Ethan écarta ses pensées. Les gens traitaient le deuil différemment, et si Harold prenait enfin des mesures pour avancer dans sa vie, cela ne pouvait être qu'une bonne chose. Ethan entra dans sa maison, tamponnant la neige de ses bottes dans l'entrée. Claire était dans le salon en train de ranger les coussins et les magazines éparpillés qui s'étaient accumulés au cours de la semaine. « J'ai dit oui pour le dîner », annonça Ethan en accrochant sa veste au crochet près de la porte. Le visage de Claire s'éclaira. « C'est merveilleux. À quelle heure dois-je l'attendre ? Vers 18h, je pense. Vous savez ce qui est intéressant ? Il construit une nouvelle niche et envisage d'acquérir un chien. Je lui ai proposé de l'emmener chez un éleveur cet après-midi. » Claire s'arrêta dans son rangement et leva les yeux avec une véritable surprise. Un chien après toutes ces années ? Elle sourit pensivement. Tu vois, je t'ai dit qu'il devait se sentir seul. Avoir un animal de compagnie est un bon premier pas vers la guérison. Ethan retourna à la table à manger où il avait laissé les documents de la police. Je suppose que oui. C'est juste inattendu. Il a gardé cette vieille niche toutes ces années comme une sorte de mémorial. Claire reprit son ménage et se dirigea vers la cuisine. Maintenant, les gens trouvent différentes façons de passer à autre chose. En parlant de ça, nous avons besoin de courses pour le dîner ce soir. Nous manquons de tout et je veux faire quelque chose de spécial. Ethan soupira doucement, regardant la pile de papier devant lui. Il avait espéré passer la matinée à examiner les nouvelles pistes, compilant ses pensées avant que la semaine à venir ne lui prenne à nouveau son temps. Pouvez-vous prendre ce dont nous avons besoin ? J'aimerais vraiment parcourir ces documents aujourd'hui. Si cela ne vous dérange pas, pouvez-vous m'aider à faire les courses à la place ? A demandé Claire. Je veux bien nettoyer la maison pour ce soir, et tu sais, je ne conduis pas bien par ce temps. Il fait trop froid pour marcher ou attendre le bus. Ethan regarda l'expression pleine d'espoir de sa femme et ressentit un sentiment de culpabilité familier. Elle demandait si peu ces jours-ci, et c'était elle qui avait suggéré de renouer avec leur voisin un pas petit mais significatif vers la normalité. Très bien, concéda-t-il. De toute façon, il me reste encore du temps avant qu'Harold soit prêt à aller chez l'éleveur. Je ferai les courses, je déposerai tout ici, puis je partirai avec lui s'il est prêt. Le sourire reconnaissant de Claire valait le sacrifice de ses projets matinaux. Elle rédigea rapidement une liste de courses, ajoutant des articles tout en vérifiant le garde-manger et le réfrigérateur. Ethan se dirigea de nouveau vers l'extérieur, creusant un chemin entre leur porte d'entrée et l'allée avant de démarrer la voiture. Il laissa le moteur tourner au ralenti pendant un moment pour se réchauffer, sa respiration se transformant en petits nuages dans l'air froid et vif. Alors qu'il était sur le point de sortir de l'allée, il remarqua Harold traverser la rue dans sa direction. Ethan, appela Harold en s'approchant de la vitre de la voiture. Ethan a baissé la vitre. Et, tout est déjà prêt pour la niche. Harold secoua la tête. En fait, je viens de me rappeler que j'ai déjà prévu de rencontrer des amis ce matin. Je vais devoir annuler notre voyage chez l'éleveur, mais je viendrai quand même dîner ce soir. Pas de problème du tout, répondit Ethan, surpris que le reclus Harold ait des projets sociaux. Je vais juste faire l'épicerie. On se voit à 18h. Harold hocha la tête et se tourna vers sa propre maison. Ethan le regarda partir, cette étrange sensation revenant. Durant toutes les années où ils avaient été voisins, il n'avait jamais vu Harold parler d'amis ou de réunions sociales. Mais là encore, ils n'avaient pas vraiment été proches ces dernières années. Les deux familles se replient sur leur chagrin privé. Ethan s'est rendu au supermarché en voiture, son esprit oscillant entre les pensées de Joshua et les notes mentales de ce qu'il devait acheter. L'épicerie était relativement vide pour un samedi, la plupart des gens étant probablement dissuadés par les prévisions météorologiques prévoyant davantage de neige plus tard dans la journée.
Il parcourut méthodiquement la liste de Claire, ajoutant quelques éléments qu'il savait qu'elle aimait mais qu'il avait oublié d'écrire. Alors qu'il chargeait les courses dans la voiture, d'épais nuages gris s'amassaient au-dessus de sa tête, promettant que les chutes de neige prévues arriveraient le plus tôt possible. Alors qu'Ethan sortait du parking du supermarché, une voiture familière passait sur la route principale. Il fit une double prise, reconnaissant la berline bleue d'Harold. Les vitres de la voiture étaient suffisamment claires pour qu'Ethan puisse facilement voir qu'Harold était seul, conduisant dans la direction opposée à celle de leur quartier. Le chemin du retour d'Ethan a suivi le même chemin pendant un moment, et il s'est retrouvé involontairement derrière Harold à distance. Quelques minutes plus tard, la voiture d'Harold s'est garée sur le parking de Northwood Kennel, un éleveur de chiens local dont Ethan avait parlé plus tôt. Ethan passa lentement, la confusion s'installant. Harold avait annulé leur voyage ensemble, affirmant qu'il avait des projets avec des amis. Pourtant, il était là, seul, chez l'éleveur. Pendant un moment, Ethan envisagea de s'arrêter également, mais que dirait-il? Il n'avait pas le droit de remettre en question le pieux mensonge d'Harold. Peut-être que l'homme a simplement préféré choisir lui-même un chien, sans la pression des opinions de quelqu'un d'autre. Ou peut-être qu'il y retrouvait ses amis. Pourtant, alors qu'Ethan rentrait chez lui, l'incohérence le dérangeait. Cela semblait étrange de mentir, surtout quand Ethan avait offert son aide et son expertise. Mais Harold avait toujours été étrange et réservé, encore plus depuis sa tragédie. Au moment où Ethan arrivait à la maison, de la neige légère avait recommencé à tomber. Il déchargea rapidement les courses et trouva Claire dans la cuisine, déjà en train de préparer le dîner. « Tu es de retour plus tôt que prévu », dit-elle en lui prenant un sac des mains. Ethan hocha la tête. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. Et en fait, j'ai vu Harold au chenil en revenant. Le chenil? Je pensais qu'il avait annulé avec toi. Il l'a fait, répondit Ethan en posant les sacs restants sur le comptoir. Il a dit qu'il avait des projets avec des amis, mais je viens de le voir entrer seul dans le chenil de Northwood. Claire fit une pause pour déballer les courses. Eh bien, c'est étrange, mais ce ne sont pas vraiment nos affaires, n'est-ce pas? Peut-être qu'il voulait juste regarder par lui-même d'abord. Peut-être, approuva Ethan, même si quelque chose lui semblait encore étrange. Alors qu'il rangeait les courses, Ethan jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine et remarqua la voiture d'Harold s'arrêtant dans son allée de l'autre côté de la rue. Harold sortit et ouvrit sa malle, révélant une niche en métal avec ce qui semblait être un berger allemand à l'intérieur. De cette distance et avec le dos d'Harold, Ethan ne pouvait pas voir clairement le chien, mais il pouvait distinguer sa coloration distinctive. « Il est déjà de retour », remarqua Ethan. « Avec un berger allemand, on dirait. » Claire le rejoignit à la fenêtre. C'était rapide. Il a dû vraiment se connecter avec le chien. Le coup de foudre arrive, je suppose, a déclaré Ethan, faisant écho au sentiment antérieur de Claire. Mais c'est quand même étrange. J'étais éleveur. Je sais que ces transactions prennent généralement du temps avec la paperasse et tout. Il entra et sortait incroyablement vite. Ils regardèrent Harold lutter pour manœuvrer le chenil à travers sa cour enneigée, le chien rendant la tâche plus difficile avec ses mouvements. Il a des problèmes avec ça, observa Ethan. Je devrais aller l'aider. Avant que Claire ne puisse répondre, Ethan se dirigeait déjà vers la porte. Il traversa rapidement la rue, appelant Harold à son approche. Besoin d'un coup de main avec ça. La tête d'Harold releva brusquement, son expression momentanément surprise. Non, non, je vais bien, dit-il rapidement, son ton étant plus aigu que la situation ne le justifiait. Je te verrai ce soir, ajouta-t-il, écartant clairement Ethan. Surpris par cette réponse abrupte, Ethan hésita. Très bien, si tu es sûr. Harold hocha simplement la tête, reportant déjà son attention sur le chenil et luttant pour le pousser à travers la cour enneigée. Ethan retourna chez lui, un malaise grandissant s'installant dans son estomac. Quelque chose dans le comportement d'Harold semblait anormal. Mais pour quelle raison se méfiait-il de son voisin? L'homme n'avait été que calme, bien que distant, toutes ces années. Alors qu'il rentrait chez lui, Claire lui lança un regard interrogateur. Il ne voulait pas d'aide, expliqua Ethan en haussant les épaules. Il a dit qu'il allait bien tout seul. Claire hocha la tête, retournant à ses préparatifs pour le dîner. Certaines personnes n'aiment tout simplement pas accepter d'aide. Cela les rend vulnérables. Je suppose, acquiesça Ethan, même s'il ne pouvait s'empêcher de penser que le comportement étrange d'Harold était bien plus qu'une simple fierté.
Les heures passèrent lentement tandis que la neige continuait de tomber dehors, recouvrant Maple Hollow d'une nouvelle couche de blanc. Ethan était retourné à sa pile de documents de police, enfin capable de se concentrer sur leur examen. Il n'y avait pas beaucoup de nouveaux développements, juste le même manque frustrant de pistes concrètes qui avait caractérisé la recherche de Josué depuis le début. Un rapport mentionnait une observation possible dans une ville située à 200 000 au sud, mais la description était vague et l'enquête de suivi n'avait rien donné. Un autre a fait référence à un enfant correspondant à la description de Joshua qui avait été inscrit dans une école du Montana sous un nom différent. Mais lorsque les autorités ont vérifié, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une erreur d'identité. Ethan se frotta les tempes, luttant contre le mal de tête qui semblait toujours accompagner ses séances de révision. 8 années de faux espoirs et d'impasse avaient eu des conséquences néfastes, mais il ne pouvait pas abandonner. Quelque part là-bas, Josué attend peut-être encore qu'il le trouve. À l'approche du soir, la cuisine de Claire remplissait la maison d'arômes chaleureux et invitants. Elle avait préparé un rôti avec des légumes, des petits pains frais et une tarte aux pommes pour le dessert. C'était plus élaboré que le repas habituel, signe de l'importance de cette petite occasion sociale pour elle. « Penses-tu qu'il va réellement se montrer ?» demanda Ethan en aidant à mettre la table. Claire disposa des serviettes à côté de chaque assiette. « Pourquoi pas ?» Claire a répondu avec un sourire. « Je ne sais pas. Il se comporte bizarrement aujourd'hui. Tous ces changements de plan de dernière minute, la façon dont il a réagi lorsque je lui ai proposé de l'aider avec le chien. » Ethan s'interrompit, ne sachant pas comment exprimer ses vagues appréhensions. Il est probablement juste nerveux à l'idée de socialiser après avoir été seul pendant si longtemps, raisonna Claire. Donnons-lui le bénéfice du doute. À 6 heures précises, la sonnette retentit. Harold se tenait sur leur porche, tenant une bouteille de vin, son manteau saupoudré de neige. « J'espère que Red va bien, dit-il en tendant la bouteille à Ethan. « Parfait. »« Merci, répondit Ethan, s'écartant pour le laisser entrer. Entrez, à l'abri du froid. Claire salua chaleureusement Harold, prenant son manteau et le remerciant d'être venu. La gêne initiale des retrouvailles s'est progressivement atténuée à mesure que Claire servait des boissons et qu'ils s'installaient à la table à manger. La conversation est restée légère au début, informations locales, météo, sujets inoffensifs qui nécessitaient peu d'investissement émotionnel. Alors qu'ils commençaient à manger, Ethan décida d'aborder le sujet du nouvel animal de compagnie d'Harold. « Alors, je vois que vous avez un berger allemand aujourd'hui. Comment ça se passe ?» La fourchette d'Harold s'arrêta à mi-chemin de sa bouche et Ethan remarqua une subtile tension dans sa posture. « Tout va bien. Je suis toujours en train de m'adapter au nouvel environnement, a déclaré Harold. C'était une visite rapide chez l'éleveur, dit Ethan avec désinvolture. Je t'ai vu se diriger vers cette direction en revenant du supermarché juste après que tu as parlé de rencontrer des amis. Les yeux d'Harold clignotaient nerveusement. Je suis désolé. Mon emploi du temps est devenu imprévisible. Mon ami a annulé à la dernière minute et j'étais tellement excité à l'idée d'avoir un chien que je suis allé au chenil. Ethan hocha la tête en sirotant son vin. J'ai été surpris qu'il traite tout si rapidement. Lorsque j'étais en train d'élever, la paperasse à elle seule prenait généralement un certain temps. Harold bougea sur sa chaise. En fait, je l'avais commandé il y a quelques jours. J'étais juste là pour le récupérer. L'explication semblait assez raisonnable, mais Ethan ne pouvait pas oublier ce dont il se souvenait de ce matin-là. Harold avait dit qu'il ne savait même pas encore s'il voulait un chiot ou une race de taille moyenne. Et quelque chose dans l'attitude d'Harold maintenant, la façon dont il évitait le contact visuel direct, le léger tremblement dans sa main alors qu'il tendait la main vers son verre, laissait entendre un malaise qui allait plus loin qu'une simple maladresse sociale. Claire, sentant la tension croissante, changea doucement de sujet. Harold, Ethan a mentionné que tu as perdu ta femme et ton fils il y a 10 ans. Je suis vraiment désolé. Nous comprenons à quel point il est difficile de perdre une famille. L'expression d'Harold s'adoucit légèrement. Oui, ça a été difficile de vivre seul toutes ces années. Nous savons quelque chose sur ce genre de douleur, dit doucement Claire, la voix tremblante en se rappelant la disparition de Joshua. Harold devint soudain visiblement agité, le regard fixé sur la fenêtre où la neige tombait maintenant abondamment. Je suis vraiment désolé, l'interrompit-il. Mais je pense que je devrais surveiller mon chien. Il neige plus fort maintenant et le chien pourrait être stressé par l'ajustement. Il se releva brusquement. J'ai bien peur de l'avoir laissé dehors dans le chenil et d'avoir oublié de le ramener à l'intérieur avant de venir ici.
Ethan jeta un coup d'œil par la fenêtre aux chutes de neige qui s'intensifiaient. Oui, tu as raison. Le vent se lève aussi. As-tu besoin d'aide pour le ramener? Non, non, dit rapidement Harold, presque paniqué à cette suggestion. Le chien est un berger allemand et pourrait être alarmé par des étrangers. Même moi, je suis encore en train de me familiariser avec lui. Je m'en occupe et je reviendrai une fois que j'aurai terminé. Claire se leva de sa chaise. Bien sûr, assurez-vous simplement que votre chien est en sécurité. Nous vivons juste de l'autre côté de la rue. Ne vous inquiétez pas de revenir précipitamment s'il a besoin de votre attention. Harold hocha la tête avec gratitude et se dirigea vers la porte, laissant son manteau accroché au porte-manteau dans sa hâte. Après son départ, Ethan et Claire retournèrent à table, ce départ soudain laissant une accalmie gênante dans la soirée. C'était étrange, remarqua Ethan. Claire haussa les épaules, remplissant leur verre à vin. Il s'inquiète pour son animal de compagnie. C'est compréhensible. Je suppose, acquiesça Ethan à contre-cœur. Alors qu'ils continuaient leur repas, Claire soupira doucement. Ethan, imagine si j'étais parti aussi. Et tu devais aller travailler et t'occuper de la maison seul. Harold gère tout ça tout seul depuis une décennie. Il doit être un homme responsable pour se soucier autant de son nouveau chien. Il mérite un peu de bonheur. Le temps a passé et Harold n'est pas revenu. La tarte que Claire avait préparée restait intacte sur le comptoir, et la salle à manger devint silencieuse, à l'exception du tintement occasionnel des couverts. Ce n'est pas grave s'il ne revient pas, dit finalement Claire. Peut-être qu'il a du mal à s'adapter. Elle commença à débarrasser la table, mais s'arrêta lorsqu'elle remarqua le manteau d'Harold toujours accroché près de la porte. Oh, il a oublié son manteau. Il fait froid dehors. Ethan se leva. Je vais le lui rapporter. Claire hocha la tête, continuant à nettoyer la vaisselle tandis qu'Ethan attrapait le manteau d'Harold et le sien avant de sortir dans la nuit enneigée. La neige craquait sous les bottes d'Ethan alors qu'il traversait la rue, l'air froid mordant son visage exposé. Des flocons de neige tourbillonnaient autour de lui, éclairés par les lampadaires comme de minuscules étoiles tombant sur la terre. La maison d'Harold était sombre, à l'exception d'une faible lumière visible depuis ce qu'Ethan pensait être la cuisine à l'arrière. Il s'approcha de la porte d'entrée et frappa fermement, tenant le manteau d'Harold replié sur son bras. Après avoir attendu près d'une minute sans réponse, il frappa à nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien. Ethan fronça les sourcils en jetant un coup d'œil à sa montre. Cela faisait plus d'une demi-heure depuis qu'Harold avait quitté leur maison. Cela ne devrait sûrement pas prendre autant de temps pour amener un chien à l'intérieur, même si cela s'avérait difficile. Alors qu'il se tenait là, réfléchissant à ce qu'il allait faire ensuite, un aboiement distinct est venu de l'arrière-cour. Le chien était toujours dehors par ce temps. L'inquiétude l'emportant sur l'hésitation, Ethan contourna la maison en criant « Harold, c'est Ethan. Tu vas bien? J'ai apporté ton manteau. » La cour était partiellement éclairée par la lumière provenant de la fenêtre de la cuisine. Ethan pouvait distinguer le berger allemand, non pas à l'intérieur de la maison comme Harold l'avait indiqué comme étant son plan, mais toujours à l'extérieur. Le chien se déplaçait sans relâche dans et hors de sa petite niche, une chaîne attachée à son collier limitant ses mouvements. Ethan chercha Harold autour de lui, mais ne vit aucun signe de lui. La situation n'avait aucun sens. Harold avait quitté leur dîner exprès pour amener le chien à l'intérieur. Pourtant, il était là, toujours enchaîné dehors dans un temps qui se dégradait. En s'approchant prudemment, Ethan remarqua que la plus grande niche qu'Harold était en train de construire n'était toujours pas terminée, malgré sa déclaration ce matin-là qu'il la terminerait. Une autre incohérence dans une journée de plus en plus déroutante. Harold appela encore Ethan, plus fort cette fois. Aucune réponse. Il regarda par la fenêtre de la cuisine mais ne vit aucun mouvement à l'intérieur. La voiture d'Harold était toujours dans l'allée, et par ce temps et à cette heure, il semblait peu probable qu'il se soit rendu quelque part à pied, surtout sans son manteau. Ethan sortit son téléphone et composa le numéro d'Harold. L'appel est allé directement sur la messagerie vocale après plusieurs sonneries. Un malaise grandissant s'installa dans son estomac. Alors qu'il rangeait son téléphone, le berger allemand se mit soudain à aboyer plus intensément. Au début, Ethan pensait que le chien réagissait à sa présence, mais en observant plus attentivement, il réalisa que l'animal dirigeait son attention vers la petite niche, alternant aboiement et gémissement. En gardant une distance de sécurité, Ethan s'est déplacé pour obtenir un meilleur angle sur la niche. Depuis sa nouvelle position,
il pouvait voir quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant, un panneau de bois dans le sol de la structure qui semblait pouvoir être déplacé avec ce qui semblait être un cadenas non verrouillé posé dessus. Il y avait aussi un reflet métallique qui pourrait être une sorte de poignée intégrée dans le panneau. S'appuyant sur son expérience avec les animaux au cours de ses années d'élevage, Ethan s'est approché du berger allemand avec précaution, lui parlant d'une voix basse et apaisante. Le chien, apparemment plus affligé qu'agressif, a permis à Ethan de s'approcher suffisamment pour détacher sa chaîne du collier et la rattacher à un poteau à plusieurs mètres de la niche. Le chien étant fixé à une distance sûre, Ethan s'agenouilla et regarda à l'intérieur de la petite structure. Ce qu'il avait initialement pris pour un simple plancher de niche était en réalité une trappe sophistiquée. La poignée et le loquet en métal rappelaient les anciens bunkers de guerre qu'il avait vus dans des documentaires historiques. Une sensation de froid qui n'avait rien à voir avec l'air hivernal l'envahit. Pourquoi Harold aurait-il un bunker caché sous une niche? Et pourquoi avait-il été si secret et évasif toute la journée? Ethan se leva et recula, son esprit s'emballant. Il avait besoin de parler à Claire. Tâtonnant avec son téléphone, il appela chez lui. Claire, dit-il lorsqu'elle répondit, sa voix tendue. J'ai trouvé quelque chose d'étrange dans le jardin d'Harold. Il y a une sorte de bunker ou de cave sous la niche. Un bunker? La surprise de Claire était évidente. Que veux-tu dire? Il y a une trappe dans le sol de la niche avec une poignée et un loquet comme ceux qu'on voit dans les vieux bunkers de guerre. Le chien est toujours dehors, enchaîné, et je ne trouve Harold nulle part. Il ne répond pas à son téléphone et sa voiture est toujours là. Il y eut une pause avant que Claire ne réponde. Cela semble inquiétant. Pensez-vous qu'il pourrait être là-bas? Peut-être qu'il est tombé ou s'est retrouvé coincé d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, a admis Ethan. Le cadenas sur la porte est déverrouillé, ce qui signifie que quelqu'un pourrait se trouver là-bas. Mais pourquoi aurait-il construit une niche au-dessus de l'entrée d'un bunker? Cela n'a aucun sens. Cela pourrait être dangereux, a prévenu Claire. Peut-être devrions-nous appeler la police juste pour être en sécurité. La batterie de votre téléphone était faible plus tôt. Je vais passer l'appel. Ethan hocha la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Très bien, mais dis-leur que ce n'est qu'un chèque d'aide sociale. J'ai peur qu'Harold ait des ennuis là-bas. Je ne peux pas le joindre et sa maison est verrouillée, mais sa voiture est ici. Promets-moi que tu n'iras pas là-bas. Claire a insisté. Rentre à la maison et nous attendrons la police ensemble. Je le promets, acquiesça Ethan. Je reviens tout de suite. Il raccrocha et jeta un dernier regard à la trappe. La partie rationnelle de lui savait qu'il devait suivre les conseils de Claire et attendre les autorités. Mais une autre partie de lui, celle qui cherchait des réponses depuis 8 longues années, était attirée par le mystère caché sous la niche. Avant qu'il puisse prendre une décision, un bruit vint du bunker. Un bruit métallique comme si quelqu'un montait une échelle ou un escalier. Ethan se figea, le regard fixé sur la trappe qui restait fermée. Les sons devenaient de plus en plus forts, sans aucun doute des pas sur les barreaux métalliques. Puis, avec un bruit de raclement, le panneau de bois bougea et le cadenas tomba sur le côté tandis que le couvercle s'ouvrait. Harold émergea de l'ouverture, rampant maladroitement hors de l'espace étroit. Lorsqu'il se redressa et vit Ethan debout, son visage exprima un pur choc, rapidement suivi par quelque chose de plus sombre. Peur? Colère? C'était difficile à dire dans la pénombre. Ethan, dit Harold, sa voix soigneusement contrôlée mais avec un courant de tension sous-jacente. Que faites-vous ici? Ethan leva le manteau. Tu as laissé ça chez nous. Quand tu n'es pas revenu, j'ai pensé que je l'apporterais. Il fit une pause, puis ajouta, j'étais inquiet quand tu n'as pas répondu à ton téléphone, puis j'ai entendu le chien aboyer. Il est toujours dehors, dans le froid. Harold prit le manteau des mains tendues d'Ethan avec des mouvements lents et délibérés. Merci. Ouais, à propos du chien. Ça ne me réchauffe pas encore vraiment. Je ne suis plus sûr de le ramener à l'intérieur. J'espère que tu comprends. Ethan ne pouvait pas s'en empêcher. Il regarda ostensiblement la trappe ouverte. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, Harold? La posture d'Harold se raidit, son expression réservée. Rien qui te concerne. Je te cherchais, insista Ethan. J'ai commencé à m'inquiéter lorsque vous ne répondiez pas à votre téléphone ou ne vous présentiez pas à la porte. Votre voiture est là, mais vous ne l'étiez pas. Harold n'a pas répondu directement à cela. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil au berger allemand.
Tu as déplacé mon chien. Il était agité et n'arrêtait pas d'aboyer à la porte du bunker, a expliqué Ethan. Je l'ai déplacé pour le calmer. La mâchoire d'Harold se serra visiblement. Ethan a décidé d'être direct. Pourquoi m'as-tu menti toute la journée, Harold? Tu as dit que tu amènerais ton chien à l'intérieur, mais il est toujours là. Tu as dit que tu allais finir cette plus grande niche ce matin, mais elle vient à peine de commencer. Tu as prétendu rencontrer des amis quand tu es allé seul chez l'éleveur. Ethan fit une pause, étudiant l'expression de plus en plus agitée d'Harold. Que se passe-t-il réellement? Pendant un moment, il y eut un silence, interrompu seulement par le bruit du vent et les gémissements occasionnels du berger allemand. Sans avertissement, Harold se précipita en avant. Ethan eut à peine le temps de réagir avant qu'Harold ne le percute, attrapant sa veste et le poussant en arrière avec une force inattendue. Ils se débattirent dans la neige. Le visage d'Harold se tordit d'un mélange de rage et de peur. Tu aurais dû t'occuper de tes affaires, grogna Harold, en voyant un solide coup de poing au ventre d'Ethan. Le coup coupa Ethan le souffle coupé, mais des années de travail physique l'avaient gardé fort malgré son chagrin. Il réussit à bloquer le mouvement du coup d'Harold et à repousser l'homme. « Qu'est-ce que tu caches, Harold » demanda Ethan, tournant avec précaution, gardant ses distances. Harold ne répondit pas. Au lieu de cela, il chargea à nouveau, enfonçant son genou dans le ventre d'Ethan alors qu'ils entraient en collision. Ethan se plia en deux, haletant, et Harold profita de l'occasion pour le pousser vers la trappe ouverte. « Entrez là-dedans » ordonna Harold, sa voix étrangement calme malgré la violence de ses actions. « Rampez et descendez. » Ethan se redressa, grimaçant à cause de la douleur dans son abdomen. « Tu ne peux pas m'obliger à descendre là-bas. » Un sourire glacial s'afficha sur le visage d'Harold alors qu'il tendait la main derrière son dos et sortait une arme de poing. « C'est soit tu descends toi-même, soit je laisse tomber ton cadavre. Ton choix. » La vue de l'arme envoya un sursaut de peur à travers Ethan, mais il garda son sang-froid. « La police est en route, Harold. Claire les a appelés alors que je ne pouvais pas te trouver. Si tu tires avec cette arme, tous les voisins l'entendront. » La frustration apparut sur le visage d'Harold, mais il garda le pistolet braqué sur Ethan. Au lieu de tirer, il s'est avancé et a frappé Ethan au visage avec l'arme, le faisant trébucher en arrière. Du sang coulait d'une coupure au-dessus de l'œil d'Ethan alors qu'Harold continuait de le pousser vers la niche, essayant de le forcer à ramper dans l'ouverture étroite. Malgré la douleur et la désorientation causée par le coup, Ethan riposta, attrapant le poignet d'Harold et le tordant jusqu'à ce que l'arme lui échappe. Dans un geste désespéré, Ethan donna un coup de pied à l'arme, la faisant glisser sur le plancher en bois de la niche et dans l'obscurité du bunker en contrebas. Enragé, Harold chargea à nouveau, mais cette fois Ethan était prêt. Il esquiva et utilisa l'élan d'Harold contre lui, l'envoyant s'écraser contre le côté de la niche. Au loin, le hurlement des sirènes de police traversait l'air nocturne. La tête d'Harold se releva brusquement au son, la panique remplaçant la rage dans son expression. Quelques instants plus tard, 2 voitures de police se sont arrêtées devant la maison, leurs phares baignant la cour enneigée de rouge et de bleu en alternance. Les officiers ont émergé rapidement, les mains sur leurs étuis, alors qu'ils s'approchaient du lieu de la lutte. « Police !» Des mains là où on peut les voir, a crié un officier. Les 2 hommes levèrent la main, même si Harold le fit à contre-cœur, son visage affichant un masque de frustration et de défaite. Les policiers les séparèrent, l'un vérifiant le visage ensanglanté d'Ethan, tandis que l'autre retenait Harold. « Que se passe-t-il ici » demanda le premier officier. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Claire est apparue, après avoir suivi les voitures de police depuis leur maison. « Ethan, ça va » appela-t-elle en se précipitant vers lui. « Je vais bien » lui assura-t-il, même si la coupure au-dessus de son œil saignait toujours abondamment. Ethan a rapidement expliqué aux officiers ce qui s'était passé, comment Harold avait agi étrangement toute la journée, comment il avait découvert le bunker sous la niche et comment Harold l'avait attaqué lorsqu'il avait été confronté. « Il a pointé une arme sur moi » a ajouté Ethan. « J'ai réussi à le désarmer, mais l'arme est tombée dans le bunker. » Les policiers ont regardé Harold, qui est resté silencieux, son expression illisible. « Est-ce vrai, monsieur » lui a demandé un officier. « Avez-vous agressé cet homme et l'avez-vous menacé avec une arme à feu » Harold ne répondit pas. « Nous allons devoir vous accueillir » a poursuivi l'officier, récitant les droits d'Harold tandis que son partenaire lui menottait les poignets. « Vous avez le droit de garder le silence. »
Tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Alors que le policier poursuivait l'avertissement de Miranda, une autre voiture de police est arrivée, suivie d'une ambulance. Les ambulanciers se sont précipités pour vérifier les blessures d'Ethan tandis que d'autres agents sécurisaient les lieux. L'un des agents s'est approché de la trappe ouverte, braquant une lampe de poche dans l'obscurité en contrebas. Il semble y avoir une sorte de pièce souterraine ici, rapporta-t-il en baissant les yeux. Je peux voir des escaliers métalliques qui descendent. Avant que quiconque puisse répondre, un bruit émana de l'intérieur du bunker. Le bruit incomparable de quelqu'un qui monte les escaliers métalliques. Tout le monde s'est figé, les officiers ont immédiatement sorti leurs armes et les ont entraînés à l'ouverture. L'ambulancier a tiré Ethan en arrière et Claire a halté, serrant le bras de son mari. Les bruits d'escalade devenaient plus forts, plus distincts à chaque seconde qui passait. Puis, lentement, une silhouette commença à émerger de l'obscurité. C'était un garçon d'environ 13 ans, avec une tignasse aux cheveux roux qui n'avait pas été coupée depuis longtemps. Il était maigre, pâle et visiblement effrayé, ses yeux écarquillés clignant sous la luminosité soudaine des lampes de poche de l'officier. Dans ses mains tremblantes, il tenait le pistolet d'Harold. Les policiers se sont tendus, appelant le garçon à lâcher son arme, mais il semblait confus et terrifié, pointant sauvagement son arme vers la foule d'étrangers qui l'entouraient. « Papa !» cria le garçon, sa voix se brisant de peur alors que son regard tombait sur Harold. « Je ne laisserai pas l'ennemi t'attraper. Je te protégerai, papa, ainsi que notre maison. » Ses mains tremblaient violemment alors qu'il tenait l'arme. « Je veux être un soldat comme toi. » Les policiers échangèrent des regards perplexes, conservant leur position, mais ne sachant clairement pas comment procéder avec un enfant visiblement effrayé tenant une arme mortelle. « Mon fils, pose ton arme, » a dit gentiment un officier. « Ce n'est pas sécuritaire pour quelqu'un de ton âge de gérer ça. » Le doigt du garçon se contracta près de la gâchette. « Je sais comment m'en servir, » insista-t-il, la voix tremblante. « Papa me l'a appris. Le pays est en guerre. Tu es l'ennemi. Tu veux ramener papa et notre maison. » Ethan fixait le garçon, un étrange engourdissement se propageant dans tout son corps qui n'avait rien à voir avec ses blessures. Il y avait quelque chose de familier et obsédant dans les traits de l'enfant, la forme de son visage, la couleur de ses cheveux, la forme de sa mâchoire. Joshua, le nom s'échappa des lèvres d'Ethan dans un murmure haletant. Les yeux du garçon se tournèrent vers lui, la confusion étant évidente dans son expression. Ethan s'avança lentement, ignorant la tentative des ambulanciers de le retenir. « Joshua, que veux-tu dire ? Nous ne sommes pas en guerre et Harold n'est pas ton père. » Il déglutit difficilement, osant à peine espérer. « Ta mère et moi sommes tes parents. » La confusion du garçon s'approfondit, ses mains tremblant plus violemment maintenant. « Vous mentez, dit-il, même s'il y avait de l'incertitude dans sa voix. Vous voulez juste nous tuer. Vous nous détestez. Ma mère est morte à la guerre. Papa a dit qu'elle avait été abattue par l'armée. » Claire s'avança maintenant, les larmes coulant sur son visage. En serrant la main, elle a sorti son téléphone et a montré au garçon l'écran, son fond d'écran inchangé depuis 8 ans, montrant Joshua, 5 ans, souriant largement à la caméra. « Vous avez été kidnappé, dit-elle, la voix pleine d'émotion. Nous t'avons cherché toutes ces années. Tu nous as tellement manqué, Joshua. » Le garçon regardait le téléphone, sa détermination visiblement vacillante. Il regarda Harold, implorant silencieusement des conseils ou des explications, mais Harold refusa de croiser son regard, fixant résolument le sol. Profitant de la distraction du garçon, l'un des policiers s'est approché doucement et a soigneusement pris l'arme de ses mains qui ne résistaient pas, la sécurisant et la désarmant rapidement. Josué n'a pas résisté. Il continua de regarder la photo sur le téléphone de Claire, la confusion et les premières lueurs de reconnaissance éclairant son visage. « Nous ne sommes vraiment pas en guerre ?» a-t-il demandé, d'une voix petite et incertaine. « Non, chérie, » lui assura Claire, luttant pour garder sa voix ferme. « Il n'y a pas de guerre, Harold. Il a fait semblant d'être ton père pendant toutes ces années alors que tes vrais père et mère te cherchaient partout. » Claire s'approcha, tendant prudemment la main pour toucher la main de Joshua. Le garçon tressaillit au début, mais ne s'éloigna pas, permettant le contact. C'était comme si un souvenir profondément enfoui remuait en lui, répondant au contact de sa mère. Les ambulanciers sont intervenus, enveloppant Joshua dans une couverture anti-choc et le guidant vers l'ambulance. Claire le suivit de près, ne voulant plus perdre son fils des yeux. Ethan les regarda partir,
son cœur battant avec un mélange de choc, de joie et d'incrédulité. L'un des agents s'est approché de lui. « Monsieur, nous devons vous poser quelques questions, à vous et à votre femme, mais d'abord, soignons vos blessures. » Ethan hocha la tête d'un air engourdi, son regard fixé sur l'ambulance où son fils perdu depuis longtemps était examiné. Après 8 années de recherche, d'espoir contre tout espoir, Joshua était toujours de l'autre côté de la rue. Les heures suivantes passèrent dans le flou pour Ethan. Les ambulanciers ont nettoyé et bandé la coupure au-dessus de son œil et ont examiné ses côtes meurtries, concluant que rien n'était cassé. Physiquement, il récupérait rapidement. Émotionnellement, il était encore en train de comprendre la tournure miraculeuse des événements. À l'arrière de l'ambulance, Joshua était assis enveloppé dans des couvertures, répondant aux questions élémentaires du personnel médical et des policiers. La confusion du garçon était évidente. Sa vision du monde entier avait été brisée en quelques minutes. Lorsqu'Ethan s'approcha, Joshua le regarda avec un mélange de lassitude et de curiosité. « Comment te sens-tu » demanda gentiment Ethan, en prenant soin de ne pas l'accabler. Joshua haussa les épaules, ses yeux passant d'Ethan aux officiers à proximité. « Je ne sais pas, a-t-il admis. Tout est différent de ce que papa, je veux dire Harold, m'a dit. » L'un des policiers, une femme au visage aimable qui s'était présentée comme étant l'inspecteur Martinez, était assise en face de Joshua avec un bloc-notes. « Joshua, je sais que c'est déroutant, mais peux-tu nous parler un peu de ce que c'était de vivre avec Harold? Est-ce qu'il t'a déjà fait du mal ?» Josué secoua la tête. Il m'entraînait vraiment très durement, un entraînement physique et récemment, comment utiliser le pistolet. Il fit une pause, fronçant les sourcils. Il a dit que je devais apprendre à me protéger lorsqu'il ne serait plus là. Il a dit que la guerre durerait longtemps. Il m'a dit de me cacher au plus profond du bunker parce que les choses empiraient là-bas. Sais-tu en quelle année nous sommes, Joshua? Demanda gentiment le détective Martinez. Le garçon hésita. Papa Harold a dit que ça n'avait pas d'importance là-bas. Le temps fonctionne différemment en temps de guerre. Nous sommes en 2007, l'informa le détective. Vous avez disparu depuis 8 ans. Vous souvenez-vous de l'endroit où vous viviez avant le bunker? Le front de Joshua se plissa de concentration. Je ne sais pas. Je suis dans le bunker depuis aussi longtemps que je me souvienne. Harold a dit que c'était trop dangereux dehors à cause de la guerre. Il regarda autour de lui le quartier paisible, quoique enneigé. Mais il n'y a pas de guerre, n'est-ce pas? Non, confirma doucement Ethan. Il n'y a pas de guerre. Il n'y en a jamais eu. Depuis la voiture de police où Harold était détenu, il pouvait le voir les observer, son expression illisible. Un autre policier s'est approché de l'ambulance. Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant dans le bunker, rapporta Teil. Il est entièrement approvisionné en fournitures, nourriture, eau, matériel médical. Il y a un générateur, un système de filtration de l'air, et même du matériel pédagogique. Et nous avons trouvé plusieurs armes à feu silencieuses, comme le garçon l'a mentionné. L'inspecteur Martinez hocha la tête. On dirait qu'il était prêt pour un long séjour là-bas. Elle se tourna vers Josué. Est-ce qu'Harold t'a déjà laissé quitter le bunker? Josué secoua la tête. Jamais. Il a dit que c'était trop dangereux. Il sortait parfois chercher des provisions et disait qu'il aidait d'autres personnes qui se cachaient de la guerre. Il m'a dit que lorsque je serais assez grand, je pourrais l'aider. L'esprit d'Ethan était ébranlé par les implications. Harold avait gardé Joshua emprisonné pendant 8 ans, construisant un mensonge élaboré sur une guerre fictive pour le maintenir docile et avoir peur de partir. Le chien, dit soudain Ethan, se souvenant de ce qui avait déclenché cette chaîne d'événements. Il a acheté le berger allemand pour garder l'entrée du bunker, n'est-ce pas? Et il construisait une niche plus grande pour mieux cacher la trappe. L'inspecteur Martinez hocha la tête. C'est aussi notre théorie. On dirait qu'il avait du mal à garder Joshua confiné à mesure qu'il grandissait et devenait plus curieux. Le chien était censé être une couche de sécurité supplémentaire. Pendant qu'il parlait, une équipe médico-légale est arrivée et a commencé à examiner le bunker et la maison d'Harold. Les agents ont bouclé la propriété avec du ruban adhésif jaune pour scène de crime, et des voisins curieux avaient commencé à se rassembler malgré l'heure tardive et le temps froid. Finalement, les ambulanciers ont décidé que Joshua devait être emmené à l'hôpital pour un examen médical complet. Des années de vie sous terre avec peu de soleil et d'exercice auraient eu des effets sur son développement qui devaient être évalués.
Pouvons-nous l'accompagner? Demanda Claire, sa voix se brisant légèrement. S'il vous plaît, nous venons de le trouver. Les ambulanciers paramédicaux ont accepté et se sont rapidement dirigés vers l'hôpital Maple Hollow Memorial. Ethan et Claire chevauchaient aux côtés de leur fils. Ils maintinrent une distance respectueuse, comprenant que pour Joshua, ils étaient toujours essentiellement des étrangers malgré le lien biologique. À l'hôpital, les médecins ont procédé à un examen approfondi pendant qu'Ethan et Claire attendaient anxieusement. L'inspecteur Martinez les rejoignit, l'air grave. Harold ne dit pas grand-chose, mais d'après ce que nous avons rassemblé et ce que Joshua nous a dit, il semble qu'il ait kidnappé votre fils le jour de sa disparition. Il se trouve qu'il avait ce vieux bunker de guerre sur sa propriété et a construit le chenil juste au-dessus, même si nous ne savons pas pourquoi. Peut-être en réponse à sa propre tragédie familiale, acquiesça Ethan. Sa femme et son fils ont été tués lors d'une invasion de domicile il y a 10 ans. Il n'a plus jamais été le même depuis. Cela a probablement déclenché la rupture mentale qui a conduit à cela, a convenu le détective. Claire essuya ses larmes. 8 ans de mensonges. Notre pauvre garçon ne sait même pas à quoi ressemble réellement le monde. Le rétablissement psychologique sera difficile, a reconnu le détective Martinez. Mais les enfants sont remarquablement résilients. Avec un soutien et une thérapie appropriée, il a toutes les chances de s'adapter à nouveau à une vie normale. Le docteur Patel, le pédiatre qui avait examiné Joshua, s'est approché d'eux avec un presse-papier à la main. Physiquement, il souffre de malnutrition et présente des signes de carence en vitamine D, ce qui est normal compte tenu des circonstances. Son développement musculaire est inférieur à la moyenne pour son âge, mais il n'y a aucun signe de violence physique. Il semble avoir été nourri régulièrement et maintenu dans des conditions relativement hygiéniques. Claire se couvrit la bouche, retenant un sanglot de soulagement. Ethan passa son bras autour d'elle, l'attirant plus près. « Pouvons-nous le voir ?» il a demandé. Le docteur Patel hocha la tête. « Oui, mais s'il te plaît, comprends qu'il est encore en train de tout gérer. Il a posé quelques questions sur toi, ce qui est un signe positif, mais ne t'attends pas à une reconnaissance ou une affection immédiate. Cela prendra du temps. » Ils trouvèrent Joshua assis sur un lit d'hôpital, l'air petit et perdu parmi les draps blancs. Lorsqu'ils entrèrent, il leva les yeux, son expression prudente, mais plus craintive. « Salut, dit doucement Claire, s'arrêtant à une distance respectueuse du lit. « Salut, répondit Joshua en étudiant son visage. « Tu es vraiment ma mère ?» Claire hocha la tête, incapable de parler à travers ses larmes. « Et tu es mon vrai père ?» demanda Joshua en se tournant vers Ethan. « Oui, confirma Ethan, la voix pleine d'émotion. « Nous te cherchons depuis ta disparition. Nous n'avons jamais perdu espoir. » Josué semblait y réfléchir. « Harold, il m'a dit que ma mère était morte et que tout le monde dehors était un ennemi. » Il fronça les sourcils. Pourquoi mentirait-il comme ça? Ethan échangea un regard avec Claire, ne sachant pas trop quoi expliquer. « Harold a perdu sa propre famille il y a longtemps, dit-il prudemment. Je pense qu'il était très triste et confus. Il a fait une très mauvaise chose en vous prenant et en vous mentant. Est-ce que je vais vivre avec toi maintenant? Demanda Joshua, une pointe d'anxiété dans la voix. Oui, si ça te va, lui assura Claire. Nous avons toujours votre chambre telle qu'elle était. Mais rien ne doit arriver trop vite. Nous pouvons la prendre au jour le jour. Joshua hocha lentement la tête. Je ne me souviens pas de toi, admit-il d'une voix faible. Mais quand j'ai vu ta photo. Il s'interrompit, incertain. C'est bon, lui assura Ethan. Nous avons tout le temps de faire connaissance à nouveau. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de la découverte de Joshua et de la tromperie d'Harold se répandit dans tout Maple Hollow. Les journalistes locaux ont réclamé des interviews de la famille qui avait été miraculeusement réunie après 8 ans. Ethan et Claire ont décliné toutes les demandes d'entretien, se concentrant plutôt sur l'aide à Joshua pour s'adapter à sa nouvelle réalité. Ils ont apporté des albums de famille à l'hôpital, lui montrant des photos de sa petite enfance et lui racontant des histoires sur sa vie avant l'enlèvement. Harold a été accusé d'enlèvement, de séquestration, d'agression et de violation d'armes multiples. À la suite de son arrestation, les enquêteurs ont découvert dans le bunker des journaux détaillant la détérioration de son état mental au fil des années et son obsession de créer une famille de la seconde chance après avoir perdu la sienne. En observant son fils maintenant, Ethan ressentait un profond mélange de chagrin pour les années perdues et de gratitude pour cette seconde chance. Le chemin à parcourir ne sera pas facile.
Joshua aurait besoin d'une thérapie intensive pour surmonter des années d'isolement et de tromperie. Mais ils étaient de nouveau ensemble. Après 8 années de recherche, d'espoir contre tout espoir, leur famille était enfin entière.